Ligne directe au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une émission dédiée prudemment certes au printemps, au renouveau, à ce déconfinement auquel tout le monde rêve, mais qui angoisse en même temps beaucoup d'Européens, à commencer par les responsables politiques de tous bords, incapables pour l'instant d'accorder leur violon. Si les applaudissements pour les soignants rythment nos soirées sur tous les continents, l'Europe offre une spectaculaire cacophonie quant au rythme, au but et aux moyens d'un retour à la vie normale. Je prendrai 3 exemples symboliques, car ils rythment notre quotidien d'une manière structurelle et profondément culturelle. L'ouverture des frontières, le retour à l'école et la reprise des championnats sportifs, football en tête. Rien de comparable d'un bout à l'autre du continent, c'est chacun chez soi et à sa manière. Comment vivez-vous cette situation? N'hésitez pas à nous le raconter ce soir, mais commençons par la question sanitaire que tout le monde se pose. Est-ce le bon moment pour déconfiner? Voici la réponse d'un médecin de première ligne, Ioana Wieser. Vous êtes Roumaine d'origine, Ioana, pédiatre à Fontainebleau et volontaire dans un hôpital Covid-19 en réanimation à Nemours. Après tout ce que vous avez vu, est-ce que le déconfinement est nécessaire ou bien prématuré? On va rester prudent, ce qui est le mot d'ordre en ce moment, et ce qui a été notre mot d'ordre aussi pendant ces dernières semaines avec l'afflux des malades. Donc, je suis partagée à discuter de 2 choses, de la population pédiatrique et de la population adulte. On a vu, et je ne parle que de mon expérience personnelle, on voit malgré certaines alarmes récentes concernant la population pédiatrique, que la population pédiatrique a été très peu touchée. La contamination a été plutôt entre les adultes. Les enfants ont peu transmis le virus vers les adultes. Alors qu'on croyait au début qu'ils étaient un des meilleurs facteurs de transmission. On a cru qu'ils étaient vraiment porteurs asymptomatiques et qu'ils allaient effectivement répandre le virus au sein de leur famille. On s'est rendu compte à notre niveau qu'ils se sont plutôt contaminés des adultes. Est-ce que c'est une hypothèse qui est définitivement écartée? Les sociétés françaises de pédiatrie, de diabétologie, de maladies chroniques, la Société française de pédiatrie et de néonatologie se sont prononcées le 26 avril, où ils ont essayé de faire une revue de la littérature et ils ont tous conclu que les enfants étaient peu vecteurs de ce virus et peu contaminants pour les adultes, que les adultes se sont plutôt contaminés entre eux et ils ont contaminé les enfants, que les formes pédiatriques, même chez les enfants chroniques avec des pathologies chroniques, n'ont pas nécessité forcément des hospitalisations. Bien sûr, il y a eu quelques décès dans le monde, en France aussi, et on met de côté les derniers développements en ce qui concerne une maladie qui a un nom très exotique qui s'appelle la maladie de Kawasaki, avec des hospitalisations en réa, mais heureusement aussi des rémissions rapides de ces enfants-là. Donc ça, c'est la population pédiatrique. Alors, je reviens aux adultes. Ce que j'ai vu, moi, dans cet hôpital qui s'appelle le Sud-Seine-et-Marne, je n'ai pas vu de choix à faire. C'est-à-dire que nous avons pu monter en puissance les lits de soins aigus et de soins de réanimation et on a toujours pu avoir des places pour les malades. Donc moi, personnellement, en 15 jours, aucun malade n'a été écarté des soins qu'il aurait pu avoir. L'idée, c'est de comprendre maintenant si vous estimez que le pire est passé et qu'on peut déconfiner en fait. Alors, le pire est passé dans le sens que nous avons suffisamment de lits de réanimation, suffisamment de médecins disponibles pour qu'on puisse traiter, accepter et être là pour les patients qui vont apparaître à partir de maintenant. Le bon moment, oui, peut-être parce que nous avons assez de places dans les services hospitaliers. Cette épidémie, je pense qu'elle n'est pas finie, mais je pense qu'il faut vraiment rester prudent dans le déconfinement. Il faut vraiment garder
les mesures barrières. J'aimerais qu'on se dirige vers notre deuxième invité qui est à Bratislava, qui est Guillaume Marquier, qui est conseiller consulaire en Autriche, français naturellement en Autriche, en Slovaquie, en Slovénie. Vous avez eu, Guillaume Marquier, un problème personnel de traversée de frontières, le problème que j'évoquais tout à l'heure de l'ouverture, de la fermeture des frontières, et cela vous a affecté personnellement, et ce n'est toujours pas fini. Et après, j'aimerais, après ce premier témoignage qui est le vôtre, vous demander votre avis sur justement la cacophonie en matière d'ouverture, de fermeture des frontières. Le 13 mars, la Slovaquie a déclaré l'état d'urgence, a fermé ses frontières, a empêché par décret les étrangers et non résidents en Slovaquie de se rendre en Slovaquie et a imposé une quarantaine obligatoire pour toutes les personnes venant en Slovaquie, donc slovaques ou résidents, qui, de manière, on va dire, générale, se déroulaient dans des établissements d'État, un peu souvent des casernes ou des choses là, et dans quelques exceptions, celle qui a été la mienne, pouvoir faire une quarantaine, une quatorzaine, comme on dit, à la maison. L'impression que tout ça me donne, c'est un retour aux années 90. C'est-à-dire, l'espace Schengen a été suspendu, les frontières sont contrôlées de part et d'autre. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est très inattendue. Voilà, donc c'est vrai que je peux témoigner en ce sens-là et c'est particulièrement éprouvant. Pourquoi est-ce que l'Europe n'est pas capable de proposer un plan commun de sortie sanitaire de la crise? Alors déjà, il faut savoir que la situation épidémiologique dans chacun des pays est très différente. Et tout ça, en fait, démontre que c'est le grand retour des États. C'est un grand retour des États-nations. Il y a une donnée importante à prendre en compte, c'est que les opinions publiques, ce n'est pas seulement l'impact de l'épidémie, c'est que les opinions publiques font réagir les gouvernements des pays, de manière très rapide. Les mesures de restriction et de confinement sont par exemple très populaires ici en Slovaquie. Ce qui fait qu'ensuite, évidemment, c'est difficile après ça d'attendre un concert, des actions en concert avec les partenaires européens quand on a une opinion publique qui est très demandeuse de sécurité, qui est très demandeuse de mesures, qui est très demandeuse et qui était très fébrile à la fois. Ça explique un petit peu la cacophonie dont vous parliez et qui est évidemment à l'heure actuelle encore irrésolue malgré les efforts de la Commission, malgré les vidéoconférences de chefs d'État et de gouvernement, la réalité de chaque pays et les opinions publiques locales, on décide autrement après. Ioana Wiser, vous avez quitté la Roumanie il y a quelques décennies déjà, vous vivez en France, vous avez toute une vie en France, mais vous gardez un regard sur la manière dont les Roumains traitent cette crise. Vous êtes médecin, il y a eu quelques problèmes ici en Roumanie. Alors vous, par contre, vous êtes très européenne et vous regardez de l'autre côté des frontières. Comment est-ce que vous voyez cette crise dans les Balkans par rapport à ce qui peut se passer en France, par exemple, ou ailleurs? La prise en charge des malades a été très hétérogène, effectivement, dans les pays européens, de ce que nous avons vu. J'espérais qu'on puisse avoir une unité, une entraide et pas forcément des prises en charge qui soient uniformisées ou qui soient les mêmes, mais cette solidarité qui s'est mise en place entre l'Allemagne, la Suisse qui a pris des malades de France au moment où le Grand Est était vraiment débordé. Le Luxembourg aussi. Le Luxembourg aussi, j'espère de tout cœur qu'elle puisse exister, ne serait-ce que dans les esprits, dans tous les pays de la communauté européenne. En Roumanie, sur le plan après individuel, je pense que même parmi le personnel médical, la peur de contamination a été assez grande, ce qui a fait à mes collègues dans certains hôpitaux, d'après ce que j'ai vu et lu dans la presse, donner leur démission en masse dans des services. J'entends cette barrière de pouvoir voyager et cette sensation de pouvoir être limité dans nos libertés. Mais de notre côté, ces libertés étaient des libertés d'expression, des libertés politiques, des libertés d'expression culturelle. Et j'ai du mal à comparer le mur et la période communiste avec les mesures barrières qui portent bien leur nom,
pour empêcher la contagiosité à partir de maintenant. Le déconfinement va être fait, je pense, aux mesures du confinement, parce que chaque pays a pris un tout petit peu dans son coin ou comme il a pu en fonction de son économie, de ses capacités sanitaires, culturellement, parce que je pense que les Français ne vont pas réagir à des règles imposées comme réagissent peut-être les Slovaques, comme peuvent réagir les Allemands ou peuvent réagir les Autrichiens. Ou les Serbes même, c'est ça que je voulais vous amener à Belgrade, ou les Serbes même. Je voulais passer un tour à Belgrade parce qu'à Belgrade, ça a été très très dur. La Serbie n'est pas membre de l'Union européenne. Jérôme Cid, vous vivez à Belgrade, vous en êtes sorti aujourd'hui parce que c'est le jour de la libération, j'allais dire presque, mais cela a été particulièrement dur, militaire, je dirais presque. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'état d'urgence a été proclamé. Et d'après la Constitution, en fait, l'état d'urgence donne le pouvoir au président qui dispose de l'armée et qui la répartit là où il lui semblera nécessaire de la répartir. Donc au final, on a eu assez peu dans les rues, on a eu assez peu de militaires. On a eu quand même des militaires armés qui ont marché dans les rues principales en patrouille comme on peut avoir en France, qui est très inhabituel ici. Mais en fait, c'est surtout au niveau de la gestion de la crise, effectivement, que c'est devenu militaire. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, les hôpitaux étaient gérés par l'armée. En fait, on a été vraiment dans un système où il y avait très peu de contradictions possibles par rapport aux décisions qui ont été prises. Est-ce que l'Europe est un exemple pour la Serbie ou est-ce que là encore Belgrade reste là dans son coin sans regarder l'Union européenne à laquelle il rêve d'adhérer un jour? Le président, donc Aleksandar Vučić, a très rapidement tourné le dos à l'Union européenne. Donc en fait, il s'est très rapidement tourné vers la Chine, notamment sur les premières semaines. C'est surtout, je dirais, au niveau des 2 dernières semaines, qu'on a réentendu le mot Europe de la bouche du président. Donc au niveau de la rhétorique, l'Europe a été totalement exclue pendant une bonne partie de la crise. Alors, je pense qu'on va prendre une question de Bucarest. Didier Varlot, vous souhaitiez intervenir peut-être sur cette absence d'Europe, justement? Le problème que je vois dans cette Europe, c'est soit on va créer une Europe de la santé qui pourra être unie, travailler ensemble et pouvoir profiter justement de cet élan de recherche, de développement et aussi de rapatriement des industries de santé que l'on va vraisemblablement voir dans les mois qui viennent. Mais c'est quelque chose qui, à mon sens, on ne peut pas faire au niveau d'un seul pays. C'est forcément au niveau d'une Europe unie, coordonnée et alignée vers un seul but. L'absence d'échange d'informations fiables ne me semble pas aller dans le sens d'une Europe unie et alignée. Une deuxième question que je vous pose à tous, mais d'abord à Johanna Wieser parce qu'elle est directement impliquée. Ce recours constant des politiques aux scientifiques, aux médecins pour dire ce qu'il faut faire, est-ce que cela vous a pas étonné finalement? Avoir les avis des spécialistes est la moindre des choses qu'on puisse faire dans une épidémie. Je ne vois pas comment on peut avoir la science infuse en tant que politicien si on n'a pas de tout de formation médicale. Même le ministre de la Santé a besoin d'un comité scientifique qui puisse faire la revue de la littérature, avoir un regard critique sur les publications et pouvoir avoir des informations qui puissent être à peu près fiables ou le plus fiable possible à un moment T. Pouvoir savoir qu'on peut se fier aux opinions médicales et scientifiques des Européens, des Américains aussi, est quand même d'une grande avancée. Et même si nous ne sommes pas solidaires dans les politiques de santé de tous les pays, au moins les scientifiques arrivent à travailler ensemble et à avancer ensemble sur ce problème sanitaire qui est inédit et tout neuf. J'ai remarqué, est-ce que vous avez l'impression que les politiques se sont cachés, je dis bien dans toute l'Europe, donc se sont cachés derrière les avis scientifiques parce qu'ils étaient dans le noir tout simplement et qu'ils n'osaient pas le dire?
Alors effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit par la personne précédente. Ici en Slovaquie, le grand hygiéniste de l'État est devenu une personnalité publique. C'est-à-dire que personne n'avait entendu parler de cette fonction. Et tout d'un coup, c'est devenu quelqu'un qui a son nom dans les journaux, qui passe à la télé et qui fait la pluie et le beau temps. Pour un petit témoignage, moi j'ai reçu le droit de passer un jour la frontière et de revenir et d'être dans cette quarantaine, donc à la maison, au lieu de faire la quarantaine dans les structures d'État. Vous étiez en Autriche. Voilà. Et donc, cette autorisation, elle n'est pas signée par le ministère de l'Intérieur, de la Défense, elle est signée par ce grand hygiéniste. Donc, je rejoins ce qui a été dit avant. Ces infectiologues, hygiénistes ou autres sont devenus des personnalités prééminentes dans la situation actuelle. S'abriter surtout par un gouvernement qui a été mis en place il y a 2 mois, s'abriter derrière des scientifiques et derrière une OMS, ça leur donne une crédibilité et dans le cas où ça ne se passe pas bien, ils peuvent toujours dire, écoutez, nous, on a suivi les recommandations. C'est un petit peu ce qu'on a un peu ressenti dans l'opinion publique et dans la presse ici. Didier Barlot. Chacun doit avoir son rôle. Le politique doit prendre l'avis du scientifique et le scientifique ne doit pas s'imposer dans la vie politique non plus. Chacun doit parfaitement garder son rôle et tous les rôles ont leur place. Aujourd'hui, malheureusement, dans cette crise, on a vu chacun essayer de prendre de l'espace sur le rôle des autres et souvent, en fait, rater cette prise de pouvoir. Effectivement, quand les médecins ont réagi en nom propre et ils ont donné des avis comme le professeur Raoult, il faut essayer de rester quand même avec des études et des gens, des comités scientifiques qui font leur travail et qui regardent et qui sont le propre de ce système de démocratie qui mettent les gens ensemble et mettent à contribution les têtes pensantes, pas une seule à la fois. Et maintenant, sur le sentiment général, là, sur l'après-confinement, est-ce que vous, médecins, vous dites restons prudents, c'est loin d'être fini, ce sentiment de libération n'a pas lieu d'être? Il faut rester prudent parce qu'on a réussi à contenir cette épidémie à ce prix qui a été le prix de confinement, le prix économique, le prix même de bien-être mental, physique, tout ce que vous voulez. C'est pas maintenant pour tout ouvrir, tout laisser et risquer cette peut-être deuxième vague, mais en tout cas quelque chose qui va nous ramener de nouveau des malades à l'hôpital. Mais est-ce que la Serbie va fêter cela maintenant sans penser à une éventuelle rechute? Quel est le sentiment général? Il y a eu quand même un relâchement, notamment sur les distances de sécurité qui sont assez peu respectées. Ça risque d'être encore pire lorsque les transports en commun rouvriront demain. Par contre, en parallèle, il y a aussi une partie de la population qui a été véritablement terrifiée par l'épidémie et qui justement essaye et qui justement ne souhaite pas la fin du confinement. Donc ça reste une minorité. On est vraiment sur 2 sentiments qui sont très contrastés. On est sur une véritable cacophonie même au niveau des sentiments, tout simplement parce qu'il n'y a pas véritablement de message clair et surtout il n'y a pas de message qui puisse inspirer la confiance qui soit relayé par les autorités. Et est-ce qu'il y a plus de coagulation, Guillaume Marquet, du côté de Vienne, de Bratislava ou de Ljubljana? Ici, il n'y a pas eu vraiment de confinement comme il y a pu avoir en France ou en Serbie. Il y a eu un blocage du pays. Il y a toujours un blocage du pays. Ce qui fait qu'ici, les parcs et les jardins étaient pleins tout le temps, par exemple. Donc, il n'y aura pas ce relâchement dont on parle pour la France, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de confinement. Deuxième chose que je remarque, c'est qu'ici, les choses se sont faites avec beaucoup de discipline. Ici, en Slovaquie, la semaine avant le blocus du pays, la majorité des gens dans la rue portaient déjà des masques. Les distances de sécurité continuent à être respectées. Donc ici, tout s'est passé, on va dire, dans un grand ordre. C'est pour ça que le déconfinement, ici, a plutôt concerné les entreprises et les magasins qui réouvrent petit à petit, qui là sont quasiment tous rouverts, mais n'a pas concerné les foyers. Donc il y a une approche un peu différente par rapport à la France ou à la Serbie ou à d'autres pays. Fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir témoigné. Nouveauté, vous pouvez nous retrouver désormais sur la chaîne YouTube Ligne Directe Europe avec un best-of du débat de la semaine.
tous les lundis à 18h heure de Paris. Si vous voulez participer en direct, c'est sur Zoom, tous les jeudis à 18h heure de Paris, vous le savez déjà sans doute. Tous les détails techniques, les connexions et ainsi de suite sont sur notre page Facebook. À la radio, tous les vendredis 19h15 heure de Paris sur RFI Romagna. Vous êtes donc partout en ligne directe au cœur de l'Europe. Restons ensemble. Ligne directe au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don.